Oh bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Bonjour Claudine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo différente. On va vous présenter les jeux sortis cette année, depuis novembre 2020 jusqu'à octobre 2021. Et donc, on va présenter le top 5 de nos jeux qui sont sortis cette année. Allez, c'est parti, générique. Cette année, on a joué à beaucoup de jeux. Et certains, je vous les ai déjà présentés en vidéo. Je vais donc vous lister la liste des jeux auxquels on a joué cette année. Ah, voyons ça. Alors, Lucky Numbers, Everdell, Codex Naturalis, Iwari, Happy City, Trek 12, Jekyll vs Hyde, Les Ruines Perdues de Narak, Lueur, Rest in Peace, Meeple Land, Mariposas, Seven Wonders Architect, Quetzal, Dune, Dinner in Paris, Villainous Cruellement Infect, Monsieur Trouve, Paléo, The Great Race et Red Rising. Waouh, ça fait beaucoup. Ça en fait 21. Ah oui, tant que ça. Que des jeux experts? Non, pas que. Ah, et tu crois qu'on a le même top 5? Pas sûr. Alors voyons ça. Alors commençons. Quel est ton numéro 5? Alors, mon numéro 5, c'est Codex Naturalis. Donc, un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 25 minutes à partir de 7 ans. Donc, Codex Naturalis. On ouvre et on en parle? Allez, On ouvre et on en parle. A tout de suite. alors dans Codex Naturalis, vous devez fabriquer votre manuscrit en récupérant des cartes et en les posant sur les coins. Ainsi, vous collectez des ressources qui vous servent à réaliser des objectifs. Et donc, ces objectifs vous permettent de gagner des points. Des points de victoire qu'on note ici. Et une fois qu'un des joueurs atteint les 20 points, on déclenche la fin de partie. Bien. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu? Pourquoi il est dans ton top 5? Eh ben, je trouve que les cartes sont très jolies. J'aime beaucoup le côté un peu dorure et la taille des cartes est sympa parce que c'est pas très grand et je trouve qu'à manipuler c'est assez chouette. Donc graphiquement c'est beau. Je pense que je suis très, très attirée par le côté beau de ce jeu. Et j'aime bien la mécanique de pause et du coup de savoir à quel endroit je vais poser ma carte parce que va falloir recouvrir une ressource qui va peut-être me servir pour après. Mais bon, il y a des choix à faire qui sont pas simples et du coup je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que ce jeu a eu un prix d'ailleurs du plus beau jeu de l'année parce que les cartes sont vraiment magnifiques. Je suis d'accord, c'est un jeu que j'aime bien aussi. Mais moi, il n'est pas dans mon top 5. Voilà, on peut stopper là. Et toi alors, c'est quoi ton numéro 5? Alors, mon numéro 5, c'est Jekyll vs Hyde. Jekyll vs Hyde est un jeu uniquement à 2 pour des parties d'environ 20 minutes à partir de 10 ans. Alors, j'ai toujours aimé les jeux de pli. Et là, on retrouve l'univers du jeu de pli avec Jekyll vs Hyde. On a une belle statue et des cartes. Et on va faire des potions. Donc dans Jekyll vs Hyde, vous avez 3 couleurs de cartes. Les rouges, les vertes et les violettes. On distribue 10 cartes à chacun en ayant mélangé les potions avant. Et à tour de rôle, on joue une carte et on fait les plis. À la fin des 10 cartes, on compte le nombre de plis que chacun a fait. Et la statue va avancer de la différence
des plis. C'est-à-dire si j'ai fait 6 plis et que tu en as fait 4, la statue avance de 2. Donc le rôle de Jekyll est qu'en 3 manches, la statue n'aille pas de l'autre côté. Et le rôle de Hyde, c'est qu'en 3 manches, la statue franchisse les 10 cases. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ok. Et alors du coup, qu'est-ce qui te plaît autant dans ce jeu-là? Alors j'ai beaucoup joué à des jeux de plis comme la belote et le tarot. J'étais un peu lassé de ce genre de jeu, c'est pour ça que je suis plongé dans l'univers du jeu de société qui était un petit peu différent. Et je suis tombé sur Jekyll versus Hyde. Et là, c'était assez révolutionnaire parce que même si dans des jeux comme l'ascenseur, on essaye parfois de faire aucun pli ou tous les plis, là, le rôle de Jekyll est vraiment compliqué parce qu'il faut qu'il partage les plis. Le but, c'est que les 2 joueurs aient fait autant de plis chacun. Et ça, c'est une mécanique qui est très compliquée dans le jeu de plis parce qu'on a toujours envie, soit la belote, de tout faire comme au tarot pour marquer le plus de points possible, soit par exemple dans l'ascenseur, dire je défausse tout et je fais 0 pli. Donc ça, c'est une mécanique, on va dire, plus familière. Là, la mécanique de partager les plis était compliquée. Et en plus, il y a les potions. Et quand vous jouez une carte potion, il va se passer des choses. Vous allez changer des cartes, vous allez voler des plis. Donc on est en plus dans un jeu stratégique qui est un petit peu différent. Et donc c'est même plus un jeu stratégique qu'un jeu de plis. Et je pense qu'il peut intéresser pas mal de monde, à la fois ceux qui aiment les jeux de plis et ceux qui aiment les jeux de stratégie. Voilà. Toi, je sais que tu n'es pas trop fan des jeux de plis. C'est pour ça que c'est un jeu qui te plaisait moins. Oui, beaucoup moins. Mais je pense que je suis nettement moins à l'aise avec les jeux de plis. Parce que tu n'as pas trop joué à tous ces jeux, belote, tarot et tant pis jeune. Je sais même pas jouer à la belote. Voilà, donc c'est pour ça que c'était... Mais tu as réussi à y jouer assez facilement. Mais oui, en essayant, j'ai quand même réussi à jouer. Et après, il faut se familiariser avec ce système de plis. Voilà, mais les règles sont beaucoup plus simples que la belote en elle-même. Oui, c'était abordable. Voilà, donc le jeu est que pour 2, mais si vous cherchez un jeu à 2, celui-là est très agréable à jouer. Voilà. Alors, quel est ton top 4? Alors, le 4, c'est Paléo. Ah, c'est marrant, moi aussi. Alors, Paléo. Ça tombe bien, c'est un jeu coopératif. Ouais, c'est vrai. Alors, Paléo pour 2 à 4 joueurs, des parties de 45 à 60 minutes à partir de 10 ans. Bon, et ben nous allons faire une coopération pour l'expliquer. Allez, c'est parti. Alors, dans Paléo, vous allez incarner une tribu du Paléolithique et vous allez essayer de construire votre fresque, comme dans les grottes de Lascaux, mais en essayant de ne pas mourir. Parce que chaque fois que un de vos personnages meurt ou que vous ne faites pas l'objectif à atteindre avant la nuit, vous prenez un crâne et si vous avez 5 crânes, vous avez perdu. Si vous arrivez à faire vos 5 morceaux de fresque, donc une fresque complète, avant d'avoir 5 crânes, vous remportez la partie. Alors ce jeu est un jeu coopératif et au début on n'était pas très chaud dans le jeu coopératif parce qu'on avait un peu peur de dire, bah voilà, quelqu'un prend la partie en main, il décide de tout, et nous on subit un peu le jeu. Le coopératif, c'est pas toujours facile, ça dépend avec qui vous jouez. Et puis on a entendu parler de Paléo, on nous a dit que c'était très bien de le jouer à 2, et en plus ce jeu a gagné tous les prix de l'année. Donc on l'a tenté, et on ne regrette pas du tout, parce que c'est hyper immersif. En fait, au début, vous allez être plus content d'avoir réussi à survivre de votre journée que de commencer à faire la fresque. Ça va pas être facile d'avoir toutes les ressources pour nourrir votre tribu, voilà, il va falloir combattre des loups, combattre des mammouths, résister au froid. On ne vous dévoile rien parce que les cartes vous les dévoilerez vous-même, mais voilà, ce sont les thèmes et c'est hyper immersif parce que tu te dis est-ce qu'on va réussir à survivre, donc on arrive à plonger dedans, c'est assez drôle, c'est la première fois qu'on avait cette sensation là. Parfois les jeux ont des thèmes, mais bon, les thèmes ne sont pas très intéressants. Là, c'est... le fait de perdre à la fin de la journée donne effectivement un côté un peu plus stressant de prendre un crâne. C'est... Oui. Ouais, et ça a été fait vraiment par un spécialiste du Paléolithique, donc c'est hyper réaliste. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans ce jeu ? Moi, j'aime bien le côté où on peut s'entraider. Finalement, c'est plaisant.
Et le côté découverte du jeu et découverte des cartes à chaque fois qu'on en retourne une, pas savoir ce qui va se passer, est-ce que c'est bien, pas bien, comment on va se débrouiller après, vraiment ce côté découverte m'a beaucoup plu. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, il y a des piles de cartes à thème. Donc quand je le dis, parfois c'est sur les loups, parfois c'est sur les mammouths ou sur le froid. Et vous ne savez pas ce qui va arriver. Après, même une fois que vous avez joué une première fois à une première pile de cartes, vous pouvez prendre les suivantes, faire une nouvelle aventure, mais vous pouvez aussi les mixer. Et même si vous savez ce qui risque d'arriver, c'est pas si simple que ça. Et on ne sait jamais dans quel ordre. Ouais. De toute façon, ça se renouvelle à chaque partie. Oui, parce qu'on ne voit que le dos des cartes, qui sont soit une rivière, soit une montagne, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver de l'autre côté. Alors le jeu nous guide en disant vous risquez de trouver ça, mais parfois vous allez dans une rivière et vous tombez sur un ours alors que vous pensiez pouvoir récupérer de la nourriture, du poisson, des choses comme ça. Donc vous ne savez pas du tout si ça va être bien ou pas bien. Donc ce jeu est assez immersif. Donc au début, c'était très difficile d'arriver au bout de la première aventure, et au fur et à mesure des aventures, c'est de plus en plus difficile. Donc vous verrez, mais on y arrive. Donc c'est pas infaisable, mais par contre c'est assez prenant. Donc c'est ça qui est passionnant ce jeu. C'est ça qui t'a plu aussi. Oui, ce côté prenant. Ouais. Et que ça soit pas si facile que ça en disant bon bah voilà on arrive au bout. Voilà, c'est que c'est réalisable mais assez difficile. Et donc c'est vraiment plaisant. Le matériel, n'en parle pas, c'est super joli. Voilà, un râtelier, même pour poser les cartes qu'on bannit. Enfin, ils ont fait vraiment un travail qui est très plaisant avec les nourritures, avec les morceaux de bois. Voilà, c'est chouette. Ouais, donc ça donne encore plus d'intérêt à ce jeu. Donc c'est vraiment un jeu qu'on vous conseille. Si vous aimez le jeu coopératif, c'est un des meilleurs de l'année, si ce n'est le meilleur. Et si vous ne connaissez pas du tout, c'est une bonne façon de rentrer dans le jeu coopératif, et même à deux. Même si vous ne pensez pas pouvoir réunir assez de monde, il n'y a pas de problème, vous pouvez jouer à deux. Nous on y a joué à deux, à trois, il n'y a aucun problème, ça se joue très très bien. Ouais. Alors on arrive dans le top 3. Quel est donc ton numéro 3 ? Alors mon numéro 3, c'est Villainous Cruellement Infect. Donc, Villainous Cruellement Infect, c'est pas la boîte de base, parce qu'il y a une boîte de base avec 6 personnages. Là, c'est une boîte qu'avec 3 personnages, mais c'est ce qu'on appelle un stand-alone, c'est-à-dire que vous pouvez jouer à cette boîte-là sans avoir la boîte de base. En fait, dans Villainous, vous incarnez les méchants de Disney, et vous allez devoir combattre le héros pour faire votre objectif. Donc, chaque personnage a un objectif différent. Et vous allez déplacer sur votre plateau votre figurine. Les figurines sont très très jolies. Et quand vous déplacez votre figurine sur une case du plateau, vous allez pouvoir faire les actions qui sont sur le plateau. Donc les actions sont un peu similaires à tous les personnages. Mais en plus, vous allez avoir la possibilité de mettre des héros sur le plateau de votre adversaire. Ce qui va l'empêcher de faire toutes les actions, et peut-être aussi lui retirer des cartes, le bloquer. En fait, c'est une gestion de deck. Le deck, c'est la pile de cartes que vous avez. Vous allez devoir gérer tout votre deck pour atteindre un objectif. Et cet objectif est complètement différent quand vous changez de personnage. Donc, j'ai toujours l'impression de jouer à un nouveau jeu, parce que chaque fois qu'un personnage sort, c'est une nouvelle mécanique, un nouvel objectif. Donc, c'est très passionnant. C'est ce qui te plaît. C'est ce qui me plaît. C'est à la fois de redécouvrir un nouveau personnage, même si c'est intéressant de le jouer plusieurs fois parce que vous apprenez à mieux le maîtriser, et quand votre adversaire là, vous savez ce qu'il a à faire, donc vous pouvez essayer de le contrer. Et surtout, ce qui est passionnant, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'interactivité parce qu'on peut être très vilain. Et ce que j'aime bien aussi donc, dans celui-là, c'est qu'on joue des personnages nouveaux, et dans les 3 personnages, on a à la fois Cruella, des soins dalmatiens, Mergotel, de réponse, et surtout pour la première fois Patibulaire, le méchant de Mickey, et les cartes sont en noir et blanc, et le plateau aussi est en noir et blanc, donc c'était assez nouveau. À chaque fois il y a toujours un personnage un peu référent de Disney, et puis d'autres personnages peut-être un petit peu moins connus pour ceux qui connaissent pas trop l'univers de Disney. Et toi, tu aimes ce jeu ? Oui, j'aime bien aussi. C'est vrai qu'à chaque partie, on peut changer de personnage, et du coup, c'est de nouveaux objectifs à chaque fois. Et je trouve que la rejouabilité
est bien aussi. On a beau reprendre le même personnage, au fur et à mesure, on le maîtrise de mieux en mieux. Et du coup, c'est toujours aussi plaisant d'y rejouer, même si on garde le même méchant. Voilà. Voilà, donc c'est un jeu qui est assez facile d'accès au début parce qu'on déplace, on fait les actions. Par contre, qui demande pas mal de réflexion pour arriver à atteindre son objectif et qui peut passer un petit peu de temps quand même. C'est pas un jeu super rapide, donc c'est un jeu qui peut vite durer une bonne heure, voire un peu plus, le temps d'arriver à ses fins. Ouais, et à bien tout maîtriser. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est un jeu vraiment que je vous conseille et il est 3e, Villainous Cruellement Infect. Voilà. Et toi alors, quel est ton numéro 3? Alors, mon numéro 3, c'est Everdell. Ah, j'aime beaucoup Everdell. Une belle présentation. Alors, Everdell de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 40 à 80 minutes. Alors, est-ce que tu es prête à nous le présenter? Mais oui, allons-y. Allons-y. Alors, comme dirait un certain David, comment on y joue? Alors, dans Everdell, il faut construire sa ville en achetant des cartes qui sont des bâtiments ou des créatures. Ces cartes, elles sont disponibles ici. Pour pouvoir les acheter, il faut collecter des ressources qui sont ici. Ensuite, une fois qu'on a placé nos cartes dans notre ville, on n'a que 15 places, donc on ne pourra pas aller au-delà de 15 cartes, sauf éventuellement s'il y a quelques cartes spéciales. Et pour pouvoir gagner la partie, il faut cumuler le plus de points par rapport aux autres. Ça dépend à combien on joue de joueurs. Donc des points en ramassant ces tuiles-là grâce aux différentes cartes qui auront le même pictogramme. Donc il y en a 4 différentes. On peut aussi récupérer des points de victoire grâce aux objectifs qu'on aura réalisés, objectifs communs. Et puis les cartes elles-mêmes qui rapportent des points à la fin. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans ce jeu? J'aime beaucoup la pose d'ouvrier pour collecter des ressources, pouvoir gérer ces ressources au mieux pour acheter les bonnes cartes qui rapportent des points, mais il y a aussi le fait de faire des combinaisons pour avoir le monument avec la créature qui marque plus de points encore. Parce que chaque monument a sa créature propre. Oui, c'est ça. Il faut arriver à faire la bonne combinaison des deux. C'est ça. Et puis manipuler toutes ces ressources qui sont super bien faites, qui sont magnifiques, les pierres, les résines. C'est un très joli plateau, des belles cartes, des petites créatures marrantes, bien faites. Des hérissons, des écureuils, des tortues. Ouais, et ça donne un peu de volume au jeu, surtout avec l'arbre éternel qui est en 3D, qui est magnifique. Donc tout l'ensemble est vraiment joli et agréable à manipuler. Ouais, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc pour faire une évolution derrière, moi, mon numéro 2, c'est Everdell. Donc je peux un peu vous donner mon avis aussi sur ce jeu parce qu'il est numéro 2, parce que c'est un de mes jeux préférés, que ça soit cette année mais en général. C'est la première vidéo que j'ai faite parce que ce jeu, dès que je l'ai vu, j'ai fait waouh. Et quand il y a un jeu, on fait waouh parce que déjà on a envie d'y jouer parce qu'il est beau. Donc ça attire déjà. Après, c'est un peu à la mode en ce moment, tout ce qui est forêt, nature, que ça soit Parks, Meadow, le jeu Living Forest qui vient de sortir. Oui. Voilà, donc on est un peu dans cette tendance de jeu de la nature, de la forêt. C'est très paisible à jouer et pour autant très stratégique. Alors il y a juste une petite frustration, il y a 126 cartes je crois, donc pour faire la bonne combinaison qu'on vous demande parfois dans les objectifs, ça ne sera pas toujours possible parce que toutes les cartes ne vont pas sortir.
Donc il y a une réadaptation pendant la partie à faire parce que vous n'aurez pas toujours les cartes que vous voulez. Donc c'est à vous de réadapter en fonction des cartes que vous avez et comment les utiliser au mieux. Alors c'est vrai que moi je pensais aimer surtout les jeux où je pouvais mettre en place ma stratégie dès le début et je me disais que voilà, rechanger de stratégie à tout moment c'était un peu parfois perturbant. Mais comme on est du joueur de tennis, peut-être qu'on sait aussi se réadapter assez facilement et c'est peut-être ce qui nous plaît aussi. Mais voilà, moi il est magnifique, c'est un de mes jeux préférés. C'est un vrai plaisir de toujours le sortir et de se dire ah, on va jouer à un beau jeu et après on va jouer à un bon jeu. Aussi. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qu'on vous conseille. Si vous voulez vous lancer dans ce jeu de pose d'ouvrier, de gestion de ressources et comment gérer des combis de cartes, il n'est pas si compliqué que ça, une fois que vous connaissez un petit peu les cartes. Mais c'est un jeu qui peut convenir à la fois à la famille et puis à ceux qui cherchent un jeu un peu plus expert et convient à tout le monde. En tout cas, nous, on l'adore. Ouais. Alors, du coup, on arrive à nos numéros 2. Donc, Oui. toi, tu as dit que c'était Everdell. Oui. Et moi, Ah, alors quel est ton numéro 2 mon numéro 2, la Quetzal, la cité des oiseaux sacrés. Donc, de 5 joueurs, Ouais. à partir de 10 ans. Et puis, des parties d'1 heure environ, je dirais. C'est bien, ce jeu peut se jouer à 5, ce qui n'est pas souvent dans les jeux de plateau comme ça, où à 5 c'est assez long. Celui-là se joue Ouais. très bien à 5. C'est vrai. On installe et tu nous en parles. Allez, y va. Allons-y. Allons-y pour l'explication de ton numéro 2. Alors, Quetzal, c'est un jeu qui se joue en 5 tours. Et en 5 tours, il faut récupérer des cartes pour pouvoir, quand on a une combinaison de cartes, pouvoir les envoyer par bateau afin de gagner des points. Donc pour récupérer les cartes, il y a 2 manières. Soit on a suffisamment de pièces pour les acheter et pour se placer ici dans cette partie-là du temple. Parce que plus on est en haut, plus ça coûte cher. Mais par contre, on sera le premier à choisir les cartes qui nous intéressent. Ou alors pour les récupérer, il y a les parties du bas, ici. Et là, il faut placer ses meeples et le nombre qu'on veut, en sachant que si mon adversaire convoite également cette zone-là et ces cartes-là, il peut m'enlever du plateau s'il met plus de meeples que moi et de la même couleur. Parce que dans nos meeples, il y a 2 couleurs. Il y a la partie l'aventurier ou l'archéologue. Et pour pouvoir définir la couleur de mon meeple, eh ben, je dois tout lancer. Et après, eh ben, je regarde combien j'ai de blanc, combien j'ai d'archéologue et combien j'ai d'aventurier. Et puis ceux qui sont debout, c'est encore mieux, eh ben, je choisis comme je veux. Ils font les deux. Ils font les deux, voilà. Et en plus, tu gagnes une pièce. Et en plus, je gagne une pièce. Donc, il faut bien lancer. C'est vraiment très drôle d'être au début, tout le monde lance ses meeples et ils tiennent bien debout. C'est assez Oui, ils sont étonnant. assez larges et ça tient bien. Bon, moi, par contre, je me mettrais bien là, hein, parce qu'il y a 2 momies à gagner. Je sais pas qui a installé le jeu, mais là, c'est sympa. Voilà, les momies, c'est effectivement les cartes qui rapportent le plus de points. Voilà. Donc, il y a différents artefacts, des tablettes, des poteries, des armes, des masques. Et en fait, ce qui est aussi sympa, c'est que sur le bateau aussi, il va falloir placer vos meeples. Et il n'y a que par bateau que vous allez pouvoir envoyer vos combinaisons de cartes. Si vous n'envoyez pas de bateau, vous ne marquez pas de points. Et comme il y a aussi un enchère, on va dire, sur le bateau, vous pouvez très bien à votre tour dire eh ben, il faut absolument que j'envoie mes cartes, sinon je ne marquerai jamais de points. Donc vous mettez beaucoup de meeples pour ne pas vous faire virer. Mais du coup, vous ne ferez pas grand-chose d'autre dans votre tour. Donc il y a un peu cette gestion de combien de meeples je peux mettre pour être sûr d'avoir la place et faire peut-être une action supplémentaire quand même sur le plateau. Et c'est pour ça qu'on observe aussi ce qu'a l'autre, parce que si on voit par exemple qu'il a que des meeples du côté blanc, qu'il en a un ou deux du côté noir, et ben moi si je mets 2 du côté noir, je sais qu'il ne pourra pas m'éjecter du plateau parce qu'il n'en a pas assez
pour en mettre plus. Donc après le jeter en l'air, on regarde un peu qui a quoi et se dire bah, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce que l'adversaire n'a pas les moyens de m'éjecter pour prendre les cartes là. Donc il y a un peu de tactique. Et puis il y a des actions supplémentaires qu'on peut faire. Cette partie-là de village permet de récupérer des tuiles bonus qui du coup favorise aussi le jeu et permet des d'avoir actions des bonus. Ouais, bonus et qui aident vraiment dans le jeu, qui sont finalement importants. Oui, c'est vrai, les tuiles sont importantes. Et par exemple, pour avoir des tuiles, il faut mettre uniquement des meeples côté noir. Et par contre, pour récupérer les cartes du temple, il faut des meeples uniquement côté blanc. Par contre, ici, quand vous mettez les enchères, vous choisissez si vous les mettez des blancs ou si vous mettez des noirs. Mais l'adversaire qui veut vous virer est obligé de mettre la même couleur que vous. Donc il y a une gestion aussi des différentes couleurs de meeple. Donc ce jeu est vraiment bien. Oui. Alors, on arrive au sommet avec notre numéro 1 à chacun. Oui, impatient de savoir qui est le numéro 1 de ta liste. Ouais, pareil. Alors, vas-y, je t'en prie, commence avec le tien. Alors, mon numéro 1, c'est Dune Imperium. Dune Imperium est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties d'environ 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Ok. Et le tien? Alors, le mien, c'est Les Ruines Perdues de Narak. Et celui-là, pour 1 à 4 joueurs, pour des parties... À peu près pareil. Ouais, une bonne heure et demie. Et à partir de... À partir de... C'est marqué expert, donc... Je pense que... On peut c'est dire 14, à mon avis 14. Là Non. 12. Ah, 12 plus. Voilà. Alors, je crois que ce sont quand même 2 jeux qui se ressemblent beaucoup. Donc, on va les installer et on va vous faire une comparaison entre ces 2 jeux numéro 1. Allez, c'est parti. Voilà nos 2 numéro 1 installés. Bien étalé. Le tien prend énormément de place, il rentre même pas sur le tapis. C'est vrai, le tien un petit peu plus condensé. Alors ça, c'est vraiment une ligne éditoriale. Narak a un matériel magnifique, le plateau est immense, les objets, on en parlera tout à l'heure, sont super jolis. C'est beaucoup plus simple sur Dune, mais c'est beaucoup moins cher. Voilà. Même si les cartes représentent les acteurs du film, parce que le film est sorti au mois de septembre, donc c'est sympa, même si le matériel est quand même joli. Oui. Mais par comparé à Narak, c'est vrai que c'est vraiment un cran au-dessus, voire je ne sais pas ce qu'il y a mieux que Narak dans un matériel aussi beau. Tu nous présentes le jeu ? Alors, le jeu, donc Narak, mécanique de pose d'ouvrier pour pouvoir... D'explorateur. C'est ça, d'exploration pour pouvoir récupérer des ressources, pour pouvoir après continuer d'explorer de plus en plus loin et de pouvoir explorer et tuer des monstres pour récupérer des points de victoire à la fin, qu'on peut aussi récupérer grâce à l'achat de cartes objets ici, ou d'artefacts là, les cartes bleues. À la fin, c'est le nombre de points en bas de la carte sur la fin de partie. On peut également, et c'est très important, avoir toute cette piste de recherche pour monter au fur et à mesure sa loupe et son petit calepin pour récupérer des tuiles bonus à chaque fois qu'on est le premier. Donc tuiles bonus et à la fin, là-haut, des points de victoire, beaucoup de points de victoire et des tuiles vraiment au sommet avec encore des points de victoire. Donc on va avoir un objectif d'essayer de progresser sur cette piste, mais pour pouvoir progresser, il faut des ressources. Pour gagner des ressources, il faut que vous alliez explorer dans les différents endroits. Mais quand vous explorez,
vous aurez le choix de récupérer, donc vous allez pouvoir récupérer plein de ressources chaque fois que vous explorez, mais il va y avoir des monstres. Et soit vous décidez de combattre les monstres, mais ça va vous coûter des ressources que vous ne pourrez pas utiliser pour aller sur la piste. Mais si vous ne combattez pas les monstres, qu'est-ce qui se passe? Et bien malheureusement, on prend une carte peur. Et une carte peur, et ben ça nous fait -1 à la fin de la partie. Donc on a donc des cartes en main qui nous permettent de nous déplacer ou de gagner une ressource. Donc il y a les petits logos bateau, il y a les petits logos voiture. Donc pour déplacer mon archéologue, je mets par exemple un bateau pour arriver sur la case bateau, mais je ne prendrai pas la ressource de ma carte. Et j'ai donc une gestion de deck, parce que quand je vais au fur et à mesure acheter des cartes ou récupérer des cartes peur qui vont malheureusement polluer un peu mon deck, je pourrais pas faire toutes les actions voulues. Oui. Donc, et en plus, il n'y a que 2 explorateurs pour un tour. Donc vous allez être aussi frustré parce que vous ne pourrez pas tout faire. Soit vous le posez pour explorer, soit vous allez essayer plutôt de récupérer des ressources, mais avec 2 explorateurs, vous ne ferez pas grand-chose. La différence, c'est que l'explorateur, lui, ne sert que à aller sur l'exploration. Par contre, pour avancer, c'est le calepin et la loupe, donc vous avez juste besoin de ressources. Et à votre tour, vous pouvez aussi acheter des cartes. Là, c'est juste, vous avez juste besoin de pièces. Voilà. Donc, ou de boussole pour les artefacts. Voilà. Ça va être un peu la différence avec Dune. Ou Dune, vous êtes obligé de poser votre agent pour faire quelque chose. Vous ne pouvez pas faire autre chose si vous ne posez pas d'agent. Oui. Alors que là, vous pouvez avancer ou acheter. Vous n'avez pas besoin d'utiliser vos 2 explorateurs. Donc c'est un peu moins frustrant qu'on en ait que 2 parce qu'on peut faire autre chose. C'est vrai. Voilà. Mais ce jeu est passionnant parce qu'il fait tourner un peu la cervelle pour arriver à gérer les ressources le mieux possible pour essayer d'aller le plus haut possible. Et au début, c'est pas facile. Et donc anticiper un peu pour savoir, tiens, j'ai besoin de telle ressource, donc il faudrait que j'aille là. Et tout ça dans un temps quand même imparti parce que nous avons que 5 tours. Et je dis bien que 5 tours. Oui. Parce que finalement ça va super vite. C'est vrai. Et en plus à chaque fois on déplace, donc on aura de moins en moins de cartes objets, de plus en plus de cartes artefacts qui sont un peu différentes, qui permettent des choses différentes des cartes objets. Voilà. Mais ouais, en fait à chaque fois c'est est-ce que je vais explorer, est-ce que j'avance, et tout ça dans un temps imparti. C'est ce qui est très très sympa dans ce jeu et qui vous donnera envie d'y rejouer. Là aussi, c'est un jeu que quand on le met en place, il fait aussi waouh, parce qu'il est beau. Ouais, il est magnifique. Et il est très 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 bon. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs jeux de l'année. Je passe à Dune. Allez, explique donc. Alors Dune, c'est à peu près le même principe. Vous avez aussi un deck de départ qui est identique à tous, comme Narak. La seule différence, c'est que vous allez incarner un des personnages connus de l'univers de Dune avec une certaine asymétrie parce que ce personnage peut vous donner un petit pouvoir, c'est pas énorme, hein, il va pas tout casser dans le jeu, mais il peut vous donner un certain pouvoir. Et à votre tour de jeu, vous allez poser un de vos agents sur une des cases et vous allez récupérer la ressource ou faire l'action de l'endroit où vous avez posé. La grosse différence, c'est qu'à la fin du tour, il y a un combat. Donc quand vous posez vos agents, vous allez pouvoir mettre des troupes dans le combat. Et à la fin du tour, celui qui a mis le plus de troupes remporte ce qu'il y a sur la carte. Et sur la carte, vous pouvez très souvent gagner des points de victoire. Quand vous allez avancer sur les pistes sur le côté, donc on retrouve un peu cette similitude, là ce sont les différentes factions, et au niveau 2, vous gagnez déjà un point de victoire. Et si vous arrivez le premier tout en haut, vous allez pouvoir gagner un autre point de victoire. Mais si quelqu'un vous dépasse, il peut vous voler ce point de victoire. Donc, vous allez dire, un point par-ci, un point par-là, c'est pas énorme par rapport à Narak. Sauf que ce jeu-là, le premier qui arrive à 10 points de victoire a gagné. Enfin, déclenche la fin de partie. Après, on compte les points, on peut peut-être se faire doubler, mais ça déclenche la fin de partie, donc souvent a gagné. Et donc, c'est là qu'on voit, par exemple, tu es à 8, je suis à 6, à moi de gérer pour savoir ce qui
si je dois faire une action très rapidement pour récupérer vite des points de victoire parce que tu es presque arrivé. C'est pour moi la grosse différence avec le jeu, c'est peut-être pour ça que ça me plaît un tout petit peu plus, même si j'adore jouer à Narak, c'est qu'à Narak, vous faites plein d'actions, vous cumulez plein de cartes, vous faites plein de choses, et à la fin vous comptez. Et parfois vous dites, ah bah 135 à 134, ah bah j'ai perdu d'un point, dommage, je ne m'y attendais pas, on ne sait pas trop où on en est. Là, vous savez exactement où on en est, et il faut arriver, c'est vraiment une course, et c'est vraiment ça qui me plaît dans les jeux. Ça ressemble aussi un peu à Codex, où c'est le premier qui arrive à 20 points, j'aime bien ce type de jeu, où le premier qui arrive à temps, parce qu'on peut gérer l'avancée de l'un et de l'autre, notre avancée et l'avancée de l'adversaire. Alors que là, on cumule, et à la fin, on ne sait pas trop qui a un peu d'avance. Parfois, on se dit, oh, j'ai fait un gros dernier tour, je vais être pas mal. Et là, bah non, j'ai perdu 2 points. Voilà. C'est juste le léger détail, et cette histoire de combat qui rapporte un peu plus de suspense, parce que là, encore de la frustration, vous n'avez que 2 agents, voire un troisième que vous pourrez récupérer. Et tout ça pour à la fois monter sur les factions, mais aussi penser à mettre des troupes, parce que si vous n'êtes pas dans le combat, vous ne gagnerez rien de tout ça, et c'est difficile de tout faire en 2 ou 3 agents. Donc cette furie des choix à faire qui sont des fois difficiles, et de savoir quoi privilégier, c'est pas évident. Mais c'est aussi ce qui fait le sel de ces jeux-là. Et pareil dans votre deck, comme dans Narak, vous avez un deck de départ qui est un peu nul, où il ne se passe pas grand-chose, et à chaque fin de tour, vous allez pouvoir acheter des cartes, et donc récupérer de nouvelles cartes pour améliorer votre deck, que vous allez tirer régulièrement. Donc on retrouve exactement les 2 similitudes. C'est pour ça que c'était bien aussi de vous le présenter en comparaison, parce que c'est vraiment nos 2 jeux préférés de l'année. J'aime beaucoup aussi jouer à Dune, et les 2 sont vraiment agréables à jouer. Moi j'aime bien Narak parce que le thème du jeu, j'accroche beaucoup, tout ce côté exploration, aventurier. Qu'on retrouve aussi dans Quetzal. Oui, tout à fait. C'est vraiment aussi dans le même style. Et puis le côté matériel, manipulation des tablettes, des pointes de flèches qui sont vraiment jolies, les cartes qui sont belles, tout ça. Visuellement, en fait, graphiquement, je trouve ça très beau. Et ça, toi, t'apportes vraiment une importance dans un jeu que le visuel et le matériel te plaisent. Ce qu'on retrouve effectivement dans Everdell, un super matériel, qu'on retrouve dans Codex, tout ce graphisme et cette dorure de cartes qui rendent vraiment le jeu attrayant, je trouve, en tout cas pour moi. Et même dans Paléo, parce qu'il y a un atelier, il y a du matériel, voilà. Donc on voit que les 5 jeux que tu as choisis sont vraiment orientés vers la beauté du jeu, plus des mécaniques que l'on aime bien. J'aime beaucoup cette pose d'ouvrier, ses ressources, plus des cartes, tout ce mélange est fort sympathique. Moi j'ai choisi surtout Dune en premier parce que je n'ai jamais perdu. Je gagne toujours à ce jeu-là et tout de suite la mécanique m'a plu et je pense que je suis assez performant dans ce genre de jeu et c'est pour ça que j'aime bien. Narak, ça me demande beaucoup d'efforts pour arriver vraiment à bien combiner tout et j'arrive plus facilement à le faire avec Dune. Mais je vais m'améliorer. Mais c'est 2 jeux qu'on adore vraiment. En conclusion pour notre top 5, juste dire qu'il y a pas mal de jeux experts. Finalement, quelques jeux assez... Mais pas que, comme tu avais dit au début. Il y a 2 jeux qui auraient pu rentrer dans notre top 5 aussi, qui sont des jeux de Run and Write ou Flip and Write. Ce sont des jeux à cocher. Ça, on aime bien aussi. Sauf que ces 2 jeux, donc le premier, c'est Paper Dungeon, mais il est en rupture depuis sa sortie. Donc on n'a jamais pu l'avoir depuis des mois. Donc on espère y jouer un jour. Donc il ne pouvait pas rentrer parce qu'on n'a pas réussi à le jouer. Et le deuxième, c'est Welcome to the Moon, mais il vient de sortir. Donc on n'a pas encore eu le temps de le tester. Et celui-là, je pense qu'il va être vraiment énorme. On a le premier Welcome déjà, vous voyez, qui est ici. Qu'on trouve vraiment très bon. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ce jeu. C'est un jeu vraiment qu'on aime bien. Ah pardon, il est à l'envers. Sur le Welcome, dans les jeux à cocher, on aime bien ce genre de jeu. Donc on est impatient de jouer à Welcome to the Moon, où là en plus il y a des missions, où il y a 8 plateaux différents, où vous allez aller de la fusée pour aller explorer l'univers. Donc ça c'est un jeu aussi qui nous plaît, mais on n'a pas pu vous les présenter parce qu'ils ne sont pas encore arrivés.
Après, donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez joué à un des 21 jeux qu'on vous a cités au début, à nous dire ce que vous pensez de notre top 5. Voilà, et de nous dire, vous, auxquels jeux vous aimez vraiment beaucoup jouer et lesquels sont dans votre top 5. Voilà, mais sorti cette année. Après, on verra, on vous fera sûrement un top 5 de nos jeux préférés tous les temps, on va dire. Ouais. Là, c'est uniquement les jeux qui sont sortis cette année. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, voilà, mettre des pouces, à vous abonner et en parler autour de vous. Voilà, et on vous dit à bientôt À bientôt. pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.